Alors, on va se partager le travail en deux avec Olivier. Je vais plutôt refaire un point de vue géopolitique sur les évolutions récentes. Et puis Olivier prendra pour sa part les aspects plus techniques et militaires. Et vous verrez, vous avez là un remarquable analyste de la chose militaire. Et donc on se complétera. Et puis pour les questions, on se répartira les rôles. Ce qui me semble intéressant pour commencer, c'est parce que nous en apprenons quasiment toutes les semaines des choses nouvelles qui sont révélées ou qui sont découvertes ou parce que nos analyses évoluent, comment est-ce qu'on voit le conflit aujourd'hui par rapport à il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 18 mois. Et les évolutions qui me semblent être importantes, dont je vais vous faire part, sont finalement assez paradoxales. C'est-à-dire qu'en avançant, nous découvrons que l'opération russe a été beaucoup plus approximative que nous ne le pensions, en tout cas que je ne le pensais, qu'elle s'est déroulée avec beaucoup plus d'approximation, d'erreurs et d'impréparation qui n'y paraissaient. Alors plusieurs éléments. On sait aujourd'hui que les renseignements initiaux étaient assez mauvais, que les estimations étaient beaucoup plus approximatives qu'on ne l'imaginait, ce qui explique entre autres l'attitude qu'avait le patron du SVR, Naryshkin, au moment où le président Poutine lui demande son avis sur le conflit. On sait aussi, enfin c'est pas nouveau, mais que la période n'était pas la période idéale pour lancer une offensive, puisqu'ils sont rentrés juste dans une période où la Rasputitsa était là. Les axes routiers, donc obligation de ne prendre que les axes routiers. Donc quand vous lancez une offensive et que vous êtes limité sur les axes routiers, ça a généré les pertes en matériel que l'on a vues. On sait aujourd'hui, selon certaines sources, qu'en matière de renseignement, les deux camps s'auto-infiltraient. Les sources occidentales nous disent qu'il y avait quelqu'un à très haut niveau au sein du FSB qui renseignait les Américains. On sait bien sûr que les Russes avaient aussi beaucoup de sources dans le camp adverse, ce qui explique aussi la rapidité avec laquelle ils ont été capables de réagir à l'opération spéciale. La résistance, a priori, était plus importante qu'estimée côté russe. Voilà, ce sont des choses qui petit à petit nous sont portées à notre connaissance. Bien sûr, une logistique défaillante et quelque chose qui me semble important, une motivation moins importante, mais avec un véritable paradoxe, avec tous les éléments négatifs que je viens de vous donner, c'est que finalement l'opération a réussi et en avril 2022, en réalité, si les Russes et les Ukrainiens avaient signé l'accord qui en était à sa 7e ou 8e version, et pour lequel, bien sûr, Boris Johnson a tout fait capoter, la guerre aurait été finie en 6 semaines. Et je pense une nouvelle fois que d'abord ce conflit n'aurait jamais dû avoir lieu et qu'il aurait dû s'arrêter en 6 semaines. Et on s'est posé la question ces derniers jours de savoir d'où vient le document qui a été révélé par Die Welt il y a quelques jours, et qui a été repris par le Figaro la semaine dernière. En réalité, ce document, d'après ce que l'on sait, a été donné par les Ukrainiens, par des négociateurs ukrainiens qui considéraient qu'aujourd'hui, avec les évolutions qu'il y a dans l'entourage de Zelensky, avec l'évolution du front, que finalement, ça a été une erreur de ne pas signer cet accord en avril 2022 et que les conditions que Moscou attribuait à son adversaire ukrainien, le régime Zelensky, étaient des conditions les meilleures qu'ils auraient jamais pu avoir, puisque les éléments du traité qu'on a pu voir faisaient qu'il n'y avait pas d'opposition pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Bien sûr qu'il y avait une demande de neutralité de l'OTAN, de neutralité vis-à-vis de l'OTAN. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ce texte a été transmis pour la première fois aux Américains vers la mi-février. Le Wall Street Journal en a un petit peu parlé, et puis ils n'ont pas voulu insister, je pense, justement pour mettre en avant ce qui est plutôt quelque chose de négatif pour les Ukrainiens. Et puis, courant avril, on voit petit à petit la Belgique, la Libre Belgique, la Suisse, avec la Tribune de Genève, parler de ce papier. Pareil, ça ne dépasse pas l'audience belge ou suisse. Et puis, mi-mai, Die Welt fait la une avec le sujet, et puis fin mai, le Figaro s'en empare. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant sur cette crise ukrainienne et sur la guerre de l'information qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que quelque chose qui est connu finalement depuis fin février, peut-être voire même avant, est passé sous silence, délibérément ou pas, ça je ne sais pas vous le dire, et que la presse française n'en parle pour l'instant
à l'origine que par un seul média et que finalement ça n'a pas fait la une de l'actualité alors que c'est quelque chose à mon sens comment dire, de tout à fait essentiel que d'avoir la teneur de cet accord et de mesurer à quel point si les négociateurs avaient abouti, eh bien ce sont des centaines de milliers de morts des deux côtés qui auraient été évités. Et tout ça m'amène à dire une nouvelle fois, il y a une responsabilité occidentale absolument écrasante. Elle vient d'abord bien sûr quand je dis les Occidentaux, je pense d'abord aux États-Unis, mais les Anglais ont joué un rôle terrible. Et avec l'évolution du conflit, on voit que les Anglais sont encore plus radicaux que les Polonais, par exemple. Pour des raisons qui s'expliquent par le vieil atavisme anti-bolchevique, puis anti-russe, puis je dirais la volonté de riposter ou de se venger de ce qu'ils considèrent comme ayant été des assassinats d'anciens des services russes ou soviétiques sur leur sol. Donc les Anglais sont extrêmement en pointe et parmi les plus agressifs. Les Polonais, malgré leur ressentiment souvent compréhensible à l'égard de la Russie, sont presque plus mesurés. Et jusqu'au mois dernier, on voyait une forme d'atténuation de l'agressivité américaine parce que les 60 milliards de dollars que devaient voter la Chambre des représentants et le Sénat étaient bloqués et puis parce que bien sûr le front commençait à se fissurer de ci, de là et on a vu Blinken arriver en France lorsqu'il a rencontré Emmanuel Macron et faire une déclaration officielle que je ne l'avais jamais entendu tenir de tels propos auparavant en disant « Nous sommes opposés aux frappes des Ukrainiens sur le territoire russe. » Et regardez, 15 jours après, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 jours, non seulement Jean-Louis Bourlange à l'Assemblée nationale, les Anglais, mais les Américains et Blinken lui-même a dit que désormais, il considérait presque nécessaire que les missiles ATACMS ou les Storm Shadow ou les Scalp qui ont donné aux Ukrainiens permettent de frapper le territoire russe. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve préoccupant. On va sortir avec le CF2R dans les jours qui suivent, dans les jours qui viennent, un rapport sur le rôle de la CIA pendant ce conflit. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a eu des règles non dites entre la CIA et les Russes pendant la guerre. C'est-à-dire que dès le début du conflit, William Burns, le patron de la CIA, s'est rendu à Moscou et ils ont, en accord avec les Russes, ils ont défini un espèce de cadre à ce conflit. Les Américains s'engageant à ce qu'il n'y ait pas d'action ukrainienne sur le territoire russe et les Russes s'engageant à ce que le conflit ne déborde pas le territoire ukrainien. Ça a été tenu finalement pendant la première année à peu près. Et puis on sait, selon des sources américaines, que les Ukrainiens ont commencé eux-mêmes à échapper au contrôle américain, à mener des opérations que Washington réprouvait, des raids de commando, les premiers attentats, des éliminations physiques d'opposants ou de gens collaborant avec les Russes, de maires dans le Donbass, les Russes faisant la même chose, bien sûr, dans les territoires ukrainiens qu'ils ne contrôlaient pas. Donc on est dans la classique guerre secrète où personne n'est plus comment dire, meilleur que l'autre. Mais on a vu cette accélération des opérations ukrainiennes en territoire russe depuis quelque temps, qui au début ont beaucoup déplu à la CIA. Il y a eu des petites, on va dire, des petites rétorsions pour limiter ces actions, et puis ça semble aujourd'hui échapper totalement. Alors la question qui se pose, c'est que est-ce que ça semble véritablement échapper aux Américains, ou est-ce que finalement ils acceptent de fermer les yeux et d'autoriser les Ukrainiens à procéder ainsi? En tout cas, ce qui est clair, c'est que même si les Américains disent, en matière de renseignement, on ne veut pas aller plus loin, quand ils ne veulent pas faire des opérations trop poussées, ils les confient aux Britanniques. Donc, ce qui permet de dire, en tant qu'Américains, nous avons respecté les règles que nous avons établies avec Moscou au début du conflit. Donc, voilà, c'est ça qui me préoccupe en ce moment, parce qu'on voit bien que ce conflit est en train de tourner, comme nous le disons, malheureusement pour les morts des deux côtés depuis le début de la guerre, en faveur des Russes. Mais à un moment donné où la négociation semble plus indispensable que jamais, on voit une radicalisation du camp occidental de ces dernières semaines qui est très préoccupante et qui nous amène à nous poser des questions. Quelle est l'échéance et quel est l'objectif? Est-ce que les élections américaines vont être une étape importante, un terme? Est-ce que c'est une attitude de fuite en avant des néoconservateurs américains? Victoria Nuland, vous savez, qui a quitté le département d'État il y a quelque temps,
Alors c'est une tradition, elle n'a pas été renvoyée, mais ils savent très bien que probablement les démocrates ne seront pas à la présidence à la fin 2024 et on quitte généralement 6 mois avant pour aller dans les grandes entreprises américaines où on multiplie son salaire par 5. On n'attend pas la perte des élections, ça se fait généralement en avant et c'est ce qu'a fait Victoria Nuland. Mais elle a encore tenu des discours ces derniers jours dans lesquels elle pousse à une radicalisation du conflit contre la Russie. Alors, encore une fois, nous le voyons ça en tant qu'observateurs. Ce conflit que nous voyons dans une phase un petit peu de rémission est en train de reprendre, je dirais, de l'ampleur. Parmi les points qui sont aussi intéressants, moi j'observe que depuis ce conflit, il y a quasiment, je dis vraiment quasiment parce qu'il y a toujours de l'excellent qui infirme la règle, de guérilla dans les territoires occupés par les Russes. Donc, et ça c'est intéressant parce que quand on évoque le sujet, si on est contre la position russe en disant c'est une invasion, une occupation de territoire, il serait légitime de voir dans les zones du Donbass qui sont entre guillemets entre les mains de Moscou, une des réactions de la population ukrainienne ne souhaitant pas être sous l'autorité russe. Donc on a là un signe qui me semble particulièrement frappant de la volonté de rattachement des populations russes à Moscou et donc tous les arguments de Zelensky et de son entourage ne tiennent pas sur leurs revendications. Le dernier point sur l'aspect, pour faire un peu la liaison sur la question militaire, c'est que la crise des effectifs est terrible dans l'armée ukrainienne, que la volonté d'engager de plus en plus, y compris les gens qui sont expatriés, ne marche pas. Donc ils vont se retrouver vraiment dans des problèmes majeurs pour recompléter leur rang. On voit toujours la fuite de la population s'accélérer. On est incapable aujourd'hui, on a essayé de le faire la semaine dernière, de voir où en est la population du pays, l'importance démographique. Ça, c'est un point qui est assez trouble. Certains disent 32 millions, d'autres 30, d'autres 36. On n'arrive pas à savoir. Les seuls chiffres que j'aime à rappeler, c'est ceux du début de la guerre. L'Ukraine avait au début de la guerre 43 millions d'habitants. Après en avoir eu 52 millions en 1991. 43 millions, c'est à peu près l'équivalent de la population française en 1939. 41 millions d'habitants français. Nous avons mobilisé 5 millions d'hommes en 1939 dans la guerre contre l'Allemagne. Toutes les classes d'âge y sont passées. Donc, avec 43 millions, les Ukrainiens auraient été capables au début du conflit, alors je vais peut-être enlever les 8 millions d'habitants du Donbass, mais d'avoir, s'ils avaient appliqué les mêmes normes que l'armée française en 1939, de mobiliser 4 millions d'hommes. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il n'y a pas cette volonté de combattre. Donc il y a des tas de comparaisons qui sont utiles. Je vois aussi ce discours totalement paradoxal des puissances de l'OTAN qui n'ont cessé de dire on va avoir affaire à une invasion de la Russie qui va menacer la sécurité de l'Europe. Quand on regarde les cartes, eh bien, on voit que la Russie n'a guère progressé en 2 ans et demi au-delà de 200 km de ses frontières. Soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils ne peuvent pas. Donc un pays de 140 millions d'habitants ne peut pas envahir une Europe de l'Ouest qui en a 400 millions. Et je crois qu'on est à 900 millions si on met la totalité des pays de l'OTAN. Donc voilà, sur la guerre sur les faux semblants, la guerre de l'information, et regardez ces derniers jours, on nous ressort la menace russe, et en même temps on vous dit, mais regardez, ils ont été incapables de progresser de plus de 7 km dans la région qui fait face à Belgorod autour de Kharkov. Donc on ne cesse de voir ces déclarations contradictoires côté occidental. Je passe sur celle de l'hôte de l'Élysée qui ne cesse d'être, d'être dans une guerre du bluff qui me semble extrêmement dommageable. Mais voilà où on en est aujourd'hui. On s'attendait à voir une évolution qui semblait dessinée, puis depuis quelques semaines, depuis 2-3 semaines, il y a malheureusement des éléments de radicalisation côté occidental qui laissent penser que peut-être le conflit pourrait encore durer longtemps. Parmi les éléments qu'Olivier va évoquer, moi dans notre répartition des rôles, je survole ça de plus haut. Je crois que ce qui a été intéressant dans ce conflit, c'est toutes les innovations qui ont été faites
sur un plan opérationnel comme sur un plan technique, et tu vas les développer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça change en partie la guerre moderne. Il y a des tas d'éléments nouveaux. Et en même temps, est-ce qu'on doit en tirer les leçons pour la totalité des conflits à venir? C'est une question, parce que finalement, est-ce que, comme la guerre contre le terrorisme est une époque est une phase dans les conflits auxquels on assiste, est-ce que cette guerre ukrainienne sera absolument, je dirais, révélatrice de ce qui suivra un jour? Voilà, donc ce rapide tour d'horizon, des éléments nouveaux qui nous parviennent après 2 ans et demi de conflit sur qu'est-ce qui s'est passé au début, qu'est-ce qui a échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc une opération russe qui semble, et moi ce qui me semble tout à fait logique, beaucoup moins préparée qu'elle était. Je vous l'ai déjà dit à l'occasion d'une précédente conférence, je pense que j'ai longtemps pensé que les forces russes n'iraient pas, que Poutine jouait un coup de bluff, et que finalement les bluffs des deux côtés ont provoqué le conflit, et ça explique aussi pourquoi ça a probablement flotté, mais que paradoxalement au bout de 6 semaines, c'était presque plié. Les règles non dites entre les acteurs de la CIA et des services russes, et puis voilà tout ce qu'on va évoquer maintenant, les énormes leçons et innovations sur la partie militaire. Voilà, je te cède la parole. Merci Eric. Bon, moi, en tant que, je me qualifierais de spécialiste des questions militaires. J'aime pas le terme expert parce que vu ce qu'on voit à la télé, je préfère éviter le mot. Alors moi, en tant qu'observateur d'un conflit de haute intensité, c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut comprendre que les armées, elles s'entraînent, elles s'équipent pour des conflits qu'elles ne peuvent pas prévoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir quelle sera la guerre de demain. Donc en fait, on fantasme des guerres, on simule des guerres, et celles qu'on doit faire, en général, ce n'est pas celles pour lesquelles on s'est préparé, c'est normal. Et donc en fait, c'est très riche en renseignements d'assister à un conflit de haute intensité. Toutes les générations n'ont pas eu la chance de voir ça, la chance entre guillemets. C'est le côté cynique du spécialiste. Donc, quand on conçoit des matériels ou des équipements, on les conçoit selon des tactiques, selon des doctrines d'emploi. Et puis, une fois que la guerre se déclenche, on voit comment ça marche, ça fonctionne sur le terrain. Et dans le cas de la mise en application des doctrines russes et ukrainiennes, c'était très intéressant parce qu'il y a une sorte de miroir par rapport aux opérations occidentales. Et là, ce qui est intéressant, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est lors de la guerre du Kosovo en 1999. La Serbie, c'est un petit pays qui disposait en tout d'une 40aine de systèmes antiaériens. Les alliés, la coalition occidentale de l'OTAN a fait 4397 missions anti-radar, tiré 743 missiles anti-radar pour la destruction effective de 13 systèmes. La coalition de l'OTAN mettait en œuvre à peu près 900 aéronefs. C'est-à-dire qu'il y avait une différentielle de puissance qui était monstrueux entre la petite Serbie et cette coalition. Et pourtant, non seulement on n'a jamais réussi à neutraliser complètement la défense antiaérienne, on a réussi à l'étouffer, c'est-à-dire qu'on arrivait à opérer sans être vraiment menacé par cette défense antiaérienne, mais on n'a jamais réussi à vraiment la détruire, de même que l'aviation serbe n'a jamais été totalement détruite. Elle a toujours réussi à voler, même si elle a perdu quelques appareils et qu'elle était elle aussi étouffée dans sa capacité à agir. Et là, c'est quand même... Rien que ça, ces éléments, ils sont intéressants de comparer avec la guerre en Ukraine. Ils disent, mais pourquoi les Russes, ils n'ont pas fait ceci, pourquoi ils n'ont pas fait cela? Tout simplement, ils n'en ont pas les moyens. Il aurait fallu un différentiel qui est monstrueux. L'Ukraine disposait de centaines de systèmes antiaériens. Quand vous avez un pays qui dispose de plusieurs centaines de systèmes, plus des dizaines d'avions répartis sur un territoire qui est immensément plus grand, il faut comprendre que c'est encore beaucoup plus difficile. Donc il ne faut pas s'étonner que l'aviation ukrainienne soit toujours active, il ne faut pas étonner que la défense antiaérienne ukrainienne existe toujours. C'est normal. Et le pire, c'est qu'on peut se dire qu'on ferait fondamentalement pas mieux. Et ça, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait regarder. Plutôt dire que les autres sont nuls ou machin, et il faut peut-être déjà regarder ce que nous, on est capable de faire ou ce qu'on a été capable de le faire. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est le 7 avril 2017, les États-Unis ont tiré 61 missiles Tomahawk contre la base de Dal Sherat. C'est une base aérienne syrienne en représailles à l'attaque chimique qui aurait été lancée à partir de cette base-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur les 61 missiles qui ont été tirés, alors je reprends, 2 ont dysfonctionné au lancement, 30 se sont crashés,
6 ont manqué leur cible et 23 ont fait but. C'est-à-dire un taux de réussite de 38%. Et pour autant, la base aérienne n'a jamais été neutralisée. C'est-à-dire qu'elle est opérationnelle à peine quelques heures après. Et ça veut dire, ça donne une autre chose, c'est que neutraliser une base aérienne, ça demande des moyens gigantesques, parce que c'est vaste, parce que tous vos missiles ne vont pas au but, il y en a qui sont interceptés, qui tombent, qui sont brouillés, peu importe. Enfin, vous n'avez qu'une partie des missiles qui va au but, et enfin, même côté occidental. Donc on dit ça, mais c'est pas normal que les Ukrainiens ont encore des bases aériennes, pourquoi les Russes ne les ont pas rasées? Pour les mêmes raisons en réalité. En réalité, il y a une sorte de miroir. C'est-à-dire que ce qui n'a pas fonctionné chez eux, entre guillemets, ce qui ne fonctionne pas non plus quand on le fait, mais simplement ce qui a fait la différence, c'est que à chaque fois, l'Occident était engagé dans des guerres avec une dissymétrie de puissance qui était énorme. Donc finalement, les piratés et tout ça, c'était sur l'épaisseur du trait, puis on pouvait les passer. Donc on n'a pas forcément tiré les bons retours d'expérience de ces guerres-là. Et il y avait déjà des petits signes, quand même, ces éléments, c'était quand même des indices forts, mais on n'a pas voulu les voir, parce qu'après tout, on avait une telle puissance que bon, ça ne s'est pas vu. Mais quand on est face à un ennemi à parité, et ben d'un seul coup, là, ça prend une importance phénoménale. Alors honnêtement, au début de ce conflit, je me suis dit, bon, il va y avoir un débat entre spécialistes parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Et donc je me suis dit, bah, ça va être intéressant, on va voir les points de vue, les analyses et tout ça qui vont s'échanger. Et c'est une occasion manquée. Parce que là où on a commencé à se moquer, en fait, on a vu des moqueries. Okay, mais il n'y a pas eu de retour d'analyse. Je vais prendre encore 2 exemples. Au début de la guerre, on s'est moqué des véhicules russes à roues avec les pneus crevés. Parce que les Ukrainiens, ils jetaient des crève-pneus sur les routes pour faire crever les pneus. Alors, ils disaient, on a mis en cause les pneus chinois ou les vieux pneus russes, qui dataient de l'époque soviétique. Et ils se sont dit, voilà, l'armée russe va être à l'arrêt faute de pneus. Bah, ok, mais l'armée française, elle a renoncé à la chenille pour le pneu. Alors à un moment, il faut peut-être se poser la question. La vulnérabilité du pneu, c'est que ça crève. Alors effectivement, les véhicules, même crevés, ils peuvent rouler un certain nombre de kilomètres, mais ils ne peuvent plus vraiment combattre. Donc il y a aussi des questions de fond. C'est-à-dire que si la mobilité des véhicules à roues, ça posait problème pour l'armée russe, ça peut aussi poser problème pour notre armée. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder en miroir ce que nous avons et comment ce sera employé dans la même chose. C'est la même chose. Après, on a commencé à se moquer des chars de 40 tonnes qui s'embourbaient. Ok, les chars occidentaux, ils font entre 60 et 70 tonnes. Alors si un char de 40 tonnes s'embourbe, ça va pas, à votre avis, ça va donner quoi un char de 70 tonnes? Donc là, c'est pareil. Plutôt que j'étais complètement surpris de ce manque de recul complet, où l'idée, c'était juste de se moquer. Et du coup, ça a complètement tué le débat. Parce qu'il y a un vrai débat, il y a des vrais retours d'expérience à retirer de cette guerre. Il y a des vraies choses à regarder parce que ce qui arrive aux Ukrainiens ou aux Russes sur le champ de bataille, ça peut arriver à nos propres armées. Et il est intéressant de regarder ce qui se passe, vraiment, mais avec un regard lucide. Ce qui arrive à la flotte russe en mer Noire, bah, les marines occidentales, elles regardent ça aussi d'un œil plutôt inquiet, parce qu'en réalité, personne ne sait comment faire. Donc on n'a pas trop envie d'aller se retrouver dans la même situation. Et donc, plutôt que d'avoir des débats plutôt enrichissants sur les spécialistes, enfin les experts, comme ils s'appellent, où chacun peut amener des idées, une manière d'aborder le truc, non, on se contente de se moquer. Mais les gars, on n'apprend rien comme ça. Si on considère que tel ou tel pays peut être potentiellement une menace, ce qui est fait, c'est qu'on commence par apprendre de lui. On commence à regarder de manière honnête et objective et pas à se laisser embarquer dans un discours qui est purement idéologique pour raconter ce qu'on a envie. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans l'analyse de ce conflit, c'était de reprendre par rapport à tout ce que je pouvais entendre dans les médias. Et je me disais, c'est pas possible, quoi. Il faut expliquer les choses aux gens, comment ça fonctionne, comment les choses se passent en vrai, quoi. Il y a des tas de paramètres qui rentrent en compte. On a eu des commentateurs qui se livraient une sorte de combat de Pokémon avec des cartes. C'est-à-dire, tel matériel, il a telle caractéristique, je vais plus vite, je vais moins loin, je vais machin, donc il est meilleur. Bah non, ça ne marche pas comme ça. C'est un peu comme comparer deux voitures. Vous prenez une Dacia Logan de base, une Mercedes classe E,
La Mercedes, elle est vachement mieux sur le papier, elle va plus vite, elle va plus fort, mais pour aller faire ses courses en ville, est-ce que opérationnellement, ça va changer votre vie? Bah non, les 2 voitures, elles peuvent emmener 4 personnes et puis vos courses. Au final, opérationnellement, alors bien sûr, ponctuellement, si vous êtes sur une autoroute sans limitation de vitesse, ah bah oui, la Mercedes, ça va faire la différence. Mais quelle est dans la proportion d'utilisation du véhicule, dans quel cas cet avantage sera significatif? Quasiment jamais. Donc en fait, opérationnellement, ça ne va pas changer les choses sur le terrain. Pour reprendre un terme militaire, on mettait en avant que les chars occidentaux tirent précisément plus loin que les chars russes. Ce qui est vrai, un char russe, il va tirer, sa conduite de tir va lui permettre d'engager jusqu'à 2000 mètres, et un char occidental entre 3 ou 4000 mètres pour le Challenger 2. Seulement, en Ukraine, opérationnellement, la distance moyenne de tir est inférieure à 1000 mètres. Alors que vous avez une super optique qui permet de voir à 4000 ou une optique qui voit à 2000 mètres, opérationnellement, ça ne change rien. Donc c'est un avantage. Oui, sur le papier, mais en vrai, ce n'est pas ça qui est significatif. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas la différence technologique, même si on considère que tel matériel est supérieur à un autre, la différence technologique n'est pas suffisante pour être en elle-même un élément différenciant sur le champ de bataille de manière suffisante. Alors, en plus, cette super technologie apporte aussi son lot de contraintes, c'est-à-dire c'est des problèmes de maintenance. C'est des matériels qui vont être potentiellement plus fragiles, qui vont s'user plus vite, contre un matériel qui va être plus rustique et qui va être plus facile à maintenir. C'est tout un tas d'éléments qui sont à prendre en compte. Donc ce qui est un avantage d'un côté peut être un inconvénient de l'autre. Donc en fait, c'est toujours cette balance qu'il faut regarder, et surtout, il faut regarder les choses en globalité. Il ne faut pas regarder si le truc il va plus vite ou moins vite, c'est de regarder, ok, il faut regarder dans le cadre d'emploi. C'est pareil, si vous avez une voiture qui peut aller à 200 km/h, mais vous ne faites que de la route de montagne, bon, bah, ça ne va pas vous servir à grand-chose d'avoir à 250 km/h. Donc en fait, c'est tous ces éléments qui sont très basiques. En réalité, c'est beaucoup de bon sens. Il n'y a pas d'expertise de très haut niveau, forcément. Mais ce qui m'a choqué dans cette guerre, c'est que l'aspect journalistique des grands médias n'a pas pris une tournure d'analyse objective ou de recul sur les événements, mais ils ont pris le pari de faire de la pensée magique. Je veux quelque chose, donc je dis ce que j'ai envie et j'espère que ça se passe. Bah, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, ils ont été obligés de dire tout et leur contraire. Et ça, c'est assez surprenant parce que, en réalité, alors heureusement, je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres gens qui ont quand même qui ont une vision beaucoup plus réaliste de la réalité du terrain, même si on n'est pas d'accord sur tout, peu importe, mais au moins il y a quand même quelques personnes. Mais bon, il y a peut-être 5 personnes, c'est quand même un peu court. Puis c'est pas franchement ceux que vous entendez le plus dans les médias, il faut être honnête. Donc en gros, dans ce livre, on essaie de recueillir un peu toutes ces analyses un peu techniques que je faisais moi de ce que j'observais sur le terrain, sachant qu'il y a quand même des grosses évolutions, notamment l'arrivée des drones, qui est quand même le point le plus important. En gros, les drones, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça donne une transparence au champ de bataille, c'est-à-dire qu'on peut voir un peu ce que fait l'ennemi, qui change, qui remettent en cause les grands principes de la guerre que le maréchal Joffre avait édité, notamment la concentration des moyens et l'économie des forces. La concentration des moyens, quand l'ennemi sait exactement où vous êtes, ce que vous faites, déjà c'est plus possible. Donc en fait, on a tout un tas de questions quand même à se poser pour se dire comment on va faire évoluer ça, comment on peut faire évoluer la stratégie et les doctrines, comment on va adapter les matériels, comment on va se protéger contre les drones. Enfin, il y a des tas de questions à se poser. Mais le problème, c'est qu'en confisquant le débat par une approche idéologique, finalement, on n'aide pas à s'auto-améliorer, à croire à se taper le ventre en disant qu'est-ce qu'on est bon et nous, qu'est-ce qu'on est vachement plus fort, et que sur le terrain, on n'en prouve rien. C'est le meilleur moyen de perdre la prochaine guerre. Hein. Ça, c'est la recette. Donc, en gros. En gros, voilà. Après, on ne peut pas rentrer sur tous les aspects techniques de la guerre. Il y en a énormément, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est toujours plus complexe que ça a l'air.
C'est-à-dire que si on dit « Ah ouais, il suffit de tirer, on va prendre le canon César, il tire plus loin que l'autre, machin ». Ouais, mais vous tirez sur quoi à 40 km? Comment vous savez sur quoi tirer à 40 km? C'est toute la question, elle est là. La question n'est pas là de savoir à quelle distance vous tirez, mais sur quoi vous tirez, quel renseignement, comment vous avez le renseignement pour savoir, pour déterminer votre cible à 40 km. La question, elle est là. Si de toute façon, vos moyens de renseignement vous permettent de voir à 10 km, bah, de toute façon, vous tirez à 10 km. C'est aussi simple que ça. Donc il y a plein d'éléments comme ça à prendre en compte, que ce soit sur l'artillerie, sur l'aviation, sur la guerre électronique. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises, notamment il y a beaucoup de choses qui vont dire que oui, l'échec de la guerre électronique russe au début de la guerre. Ben non, il faut juste remettre dans le contexte. Au début de la guerre, les Russes, ils ont combattu une armée qui utilisait globalement les mêmes systèmes antiaériens qu'eux. Donc quand vous brouillez un système antiaérien et que vous utilisez les mêmes, comment vous savez que c'est celui de l'ennemi, que ce n'est pas le vôtre? Et quand vous allez brouiller l'un, vous allez brouiller le vôtre. Donc forcément, vous êtes sur la retenue. Vous ne pouvez pas tout utiliser. Donc à partir du moment où l'armée ukrainienne s'occidentalise, finalement, ça libère aussi les capacités de guerre électronique russe, puisque d'un seul coup, il est plus facile de discriminer. Donc il y a plein d'éléments en réalité qui sont très logiques, mais simplement, il y a eu voilà, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. J'avoue que j'étais un peu surpris, mais on pourrait multiplier les exemples, mais en gros, il y a des réalités physiques qui s'appliquent à tout le monde, quel que soit le camp. Et ce n'est pas une question d'idéologie. La physique, elle est la même pour tous. Et en gros, je terminerai un peu sur cette phrase. Je me permets d'aborder un détail. On déjeunait ensemble ce midi et tu me disais quelque chose que je trouve très important aussi. Sur l'armée russe, était une armée de conscrits en majorité. Donc ils avaient des véhicules beaucoup plus simples parce qu'un conscrit n'est pas aussi bien formé qu'un professionnel. Oui, en fait, c'est une caractéristique des matériels soviétiques puis russes. C'est effectivement, ils ont été conçus pour pouvoir être mis en œuvre par des conscrits. Donc, ils ont une conception plus simple que les matériels occidentaux. Et donc, ça change un peu la doctrine. Donc, on ne peut pas forcément comparer un matériel russe avec un matériel occidental parce qu'il était pensé dans un cadre d'emploi différent, avec une doctrine différente. Donc, on ne peut pas les comparer de la même chose. Si on essaie d'utiliser un char occidental avec une doctrine russe, on va se planter. Et si on essaie de faire l'inverse, on va se planter aussi. Voilà, chaque chose est adaptée à son besoin en réalité. Et pour compléter ce que tu disais, c'est vrai qu'on est bien sûr effaré par le niveau de partialité, mais aussi les faibles compétences des experts télévisés. Et des journalistes. Regardez, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, un attentat terroriste ou des événements comme on le voit aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, on vous parle d'armes lourdes. Bon, une arme lourde, c'est une arme qu'on est deux à porter normalement. Donc aujourd'hui, ce ne sont que des armes d'épaule. Voilà, une Kalachnikov ou un fusil d'assaut n'est pas un fusil mitrailleur. Donc même dans l'emploi du vocabulaire, on voit tous les jours sur ces plateaux télévisés un certain nombre d'erreurs terribles et qui finalement surdimensionnent par certains aspects le conflit. Alors, j'en reviens avant de vous céder la parole pour les questions à la guerre de l'information. Il y a bien sûr deux médias qui sont particulièrement actifs dans la propagande anti-russe, parce que c'en est grossier. Il y a bien sûr RR Cosmos, mais il y a le magazine Géo. Je ne sais pas. Regardez le magazine Géo depuis quelque temps, un magazine qui est censé, alors qui était à deux doigts de la faillite en 2022, qui est censé faire des beaux reportages sur la nature, l'environnement, la préservation des espèces animales, de la faune, de la flore, et qui vous sort encore, je crois, hier matin, un article sur les pertes titanesques de l'armée russe autour de Kharkov. Alors peut-être ont-ils raison, je ne sais pas, je ne connais pas l'état des pertes russes, mais qu'est-ce que ce magazine, qui a totalement changé de sujet, vient faire là, avec aucun expert en interne, aucun historique. Alors vous allez me dire, ce n'est pas la première fois, je fais juste une digression, je me souviens du 11 septembre 2001, quand on a eu les attentats, et je ne sais pas si vous avez ce souvenir-là, du jour au lendemain, tous les quotidiens français ne parlaient que du terrorisme, sur 8 ou 16 pages. Or,
C'est-à-dire que tout le monde faisait un article sur le terrorisme. Le journaliste spécialiste des affaires économiques, le journaliste spécialiste du cinéma, le journaliste spécialiste des affaires sportives ou culturelles. Et c'est le problème des médias, c'est que s'ils n'ont pas des spécialistes dédiés qui sont capables d'analyser, un journaliste, dans ce cas-là, ne fait que de la synthèse de ce qu'il voit, et si ces sources sont mauvaises, eh bien, il vous raconte des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est ce qu'on a observé sur ce conflit ukrainien, comme le disait Olivier. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette série de livres, surtout ce deuxième livre, et ceux qui le liront verront qu'il y a des analyses techniques très pointues, on le disait tout à l'heure, qu'on soit sur l'artillerie, sur la guerre électronique, sur l'emploi des chars, sur les opérations spéciales qui ont été tentées essentiellement par les Ukrainiens, ça aussi c'est intéressant, en territoire russe, sur l'emploi de l'aviation, sur la logistique, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché. Voilà, vous allez trouver comme ça une dizaine de thèmes sur lesquels on a essayé un petit peu au fur et à mesure d'éclaircir, nous, notre analyse, en espérant être neutre, parce que bien sûr, en tant qu'analyste, à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper, est-ce qu'on n'est pas orienté? Donc l'avantage de travailler en équipe, c'est qu'on se parle, on n'est pas toujours totalement d'accord, mais voilà, ça permet de sortir des analyses de ce type-là. Et comme le disait Olivier, ce conflit n'a pas été compris et analysé à sa juste valeur. Espérons qu'il le sera dans quelques années, non seulement pour essayer de voir ce qui se passe sur le terrain, mais aussi pour nous, Français et Occidentaux, se dire, mais si demain nous avons un affrontement à conduire, quelles leçons est-ce que l'on peut en tirer? Malheureusement, quand on le fait aujourd'hui, on se rend compte qu'on est très, très, très démunis. Depuis 2 ans de guerre, les médias mainstream vous répètent en boucle que l'Ukraine, bras armé de la démocratie, est proche de la victoire si nous continuons à la financer et à l'équiper. Certains veulent même y envoyer nos soldats. En face, les Russes seraient une bande de bras cassés qui reculent, mal équipés, sacrifiés par des chefs incompétents. Chez Omerta, nous refusons cette propagande qui prend les téléspectateurs pour des idiots. Propagande d'officiers à la retraite dont la plupart n'ont jamais eu une claque à personne. Propagande ukrainienne, confortablement installée en France depuis des années, et qui vocifère en poussant les autres à la guerre. Propagande de philosophes, d'étudiants, d'analystes géopolitiques, d'experts ou de journalistes qui aiment jouer à la guerre comme des enfants aiment jouer avec des pistolets à eau. Vous vous en doutez, tous ces gens n'ont jamais mis les pieds sur le terrain et préfèrent commenter les fesses vissées sur le siège d'un plateau de télévision. Chez Omerta, nous refusons la propagande, quelle qu'elle soit. Et nous avons fait le choix d'aller sur le terrain. C'est notre ADN. Odessa, Kherson, Mariupol, Donetsk, Bakhmout. Depuis 2 ans, nous avons été partout sur la ligne de front. Nous sortons aujourd'hui un hors-série exceptionnel. Ukraine, la vérité du terrain, réalisé en partenariat avec le Centre français de recherche sur le renseignement. 120 pages de reportages en première ligne de nos journalistes et de décryptage des meilleurs spécialistes. Nous vous y livrons un regard honnête, pragmatique et sans concession sur la réalité de la guerre en Ukraine et ses perspectives. Pour comprendre cette guerre sans propagande, procurez-vous le hors-série d'Omerta dans plus de 5000 kiosques ou directement sur notre site internet www.omertamedia.fr. Le terrain est notre ADN, vous pouvez compter sur nous. Chers amis d'Omerta, bonjour, merci d'être présents pour ce nouveau grand entretien. Le CF2R, c'est le Centre français de recherche sur le renseignement. Alors première question, puisque ce numéro exceptionnel a été réalisé en collaboration avec vous, avec vos chercheurs, est-ce que vous pourriez nous présenter le CF2R? Oui, alors le Centre français de recherche sur le renseignement a été créé en 2000. Nous avions l'année précédente créé une première revue qui s'appelait Renseignement Opérations Spéciales, parce que beaucoup d'anciens du renseignement qui composent le centre, nous avions tous le sentiment que le renseignement était trop méconnu en France, à la fois par les élites politiques, par les élites économiques, par le monde universitaire et aussi par le grand public, parce qu'on en donne tout le temps une image qui est, je dirais, qui relève de la mystification et non pas de la réalité. Donc nous avons décidé de créer le centre en 2000 pour travailler sur 3 axes principaux. L'histoire du renseignement, parce que nous ne connaissons pas toujours notre propre histoire du renseignement, bien sûr un peu celle des États étrangers. Ensuite, suivre l'actualité du renseignement, les budgets, le contrôle parlementaire, les réorganisations, qu'est-ce que font les services dans les conflits contemporains, et puis un 3e volet qui est la sécurité internationale, c'est-à-dire toutes les applications du renseignement en matière de cyber, de terrorisme, de conflits, de guerre économique. Voilà, ces 3 volets-là, et nous, voilà, il y a 24 ans que nous travaillons sur ces sujets-là.
Alors, la guerre en Ukraine, je suppose que c'est un des sujets que vous suivez depuis 2 ans de très près. Vous avez des chercheurs qui sont spécialisés sur différents domaines. Ouais. D'un point de vue général, quel bilan pouvez-vous dresser de ces 2 ans de conflit en Ukraine ? Alors d'abord, on suit la guerre en Ukraine depuis 2014. Donc pour nous, le conflit dure depuis maintenant une dizaine d'années parce qu'on a vu comment les choses se sont développées et empirées. Mais surtout depuis, on va dire depuis la fin de l'année 2021, on a vu la montée en pression des événements et le conflit se dessiner. Depuis 2 ans aujourd'hui, on se rend compte que finalement, d'abord, je crois qu'il faut le redire avec force, c'est un conflit qui aurait pu être évité. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble absolument essentiel. Et la leçon que l'on tire aujourd'hui, c'est qu'en dépit des moyens importants que met l'Occident pour soutenir l'Ukraine, on se dirige à grands pas vers une victoire russe, à la fois sur le terrain et aussi sur le plan géopolitique, puisque à l'exception de notre monde occidental qui continue à vouloir critiquer et sanctionner la Russie, on s'aperçoit que tout le reste du monde, finalement, prend plutôt fait et cause pour Moscou. Les analyses de vos chercheurs, vos propres analyses présentes dans ce hors-série, sont des analyses, on peut dire, pragmatiques, opérationnelles, qui ne laissent pas de place ni à la propagande, ni à la prise de position, en fait. Oui, ce qui caractérise nos analyses, c'est que pour la grande majorité, ce sont des anciens du renseignement qui ont une expérience opérationnelle dans les services, et bien sûr il y a quelques années, et qui continuent à suivre un certain nombre de sujets qu'ils suivaient déjà lorsqu'ils étaient actifs. Donc on est bien au-delà de d'une approche universitaire ou journalistique, et on est au sens propre dans le renseignement source ouverte, mais avec des experts du renseignement qui ont des expertises techniques en matière de guerre électronique, en matière d'écoute, en matière de connaissance des réseaux de renseignement. Et sur le conflit ukrainien notamment, nous suivons beaucoup toutes les questions d'artillerie, toutes les questions de drones, toutes les questions de guerre électronique et de guerre aérienne. Et ça nous permet, du moins on l'espère, d'avoir une analyse non seulement fondée, mais assez pointue sur ces sujets-là. On a aussi une analyse sur les médias mainstream depuis 2 ans, d'experts aussi, de militaires à la retraite, de différents experts géopolitiques, etc., mais qui diffèrent vraiment de ce que vous pouvez produire. On a l'impression que on en sait tous les deux quelque chose, cette guerre dans l'espace médiatique mainstream, elle a pris la forme un peu d'une propagande dont l'objectif est d'expliquer que quel que soit ce qui se passe sur le terrain, eh bien, l'Ukraine, la Russie est un pays arriéré, l'armée russe est une armée inefficace, inopérante, que ses matériels sont vieillissants, sont inefficaces, et que de l'autre côté, l'Ukraine, soutenue par la formation des pays de l'OTAN et par les matériels qui lui sont fournis, eh bien, je dirais, tient la dragée haute et voire même peut je dirais, reprendre les territoires pris par la Russie. Comment est-ce que vous expliquez ce traitement médiatique ? Je crois d'abord qu'il y a un énorme déni de la réalité au départ et que certains se sont tellement engouffrés dans ce déni de la réalité qu'ils ne peuvent plus faire machine arrière. Moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'on a affaire à des individus qui sont incompétents? Parce qu'on est en droit de se poser la question. Quand on travaille sur les faits, et j'insiste sur ce point, on ne comprend pas les discours que l'on entend dans les grands médias. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont incompétents? Est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont achetés? On peut se poser la question. Ou des gens qui ont pris de manière tout à fait subjective fait et cause pour l'Ukraine. Mais, vous savez, je vais vous donner juste un exemple amusant. Je croisais ces derniers jours dans les rues de Paris un de mes amis journalistes que l'on voit sur tous les grands médias mainstream et qui me disait mais quand même tu as pris de drôles de positions. J'ai dit non, nous essayons nous d'analyser les faits. Mais oui, mais moi j'ai choisi mon camp. Donc c'est très intéressant, même en off, les journalistes vous disent qu'ils ont choisi leur camp, et leur camp bien sûr c'est le camp de critique de la Russie. Alors bien évidemment en tant qu'analyste, et vous en savez quelque chose, on peut toujours se tromper. Mais on essaie de se polariser sur les faits, d'analyser l'histoire, de ne pas avoir des opinions à courte vue. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que ce conflit est analysé totalement de manière partiale, que ce soit par des soi-disant experts ou par un certain nombre de grands médias, et que quand on en revient aux faits, on est dans une distorsion de la réalité qui est assez énorme. Et je dois avouer, et je vous en remercie, que ce numéro spécial d'Omerta qui sort et qui est d'une grande qualité,
permet justement de remettre les choses à leur juste place. Et en plus, en combinant le travail de vos reporters de terrain qui vont quand même au plus près des événements, et puis ce que nous voyons plus en discutant avec des experts internationaux à travers nos analyses. Et d'ailleurs, l'objectif de votre travail et de ce numéro, ce n'est pas de dire qui de l'Ukraine ou de la Russie a raison, c'est d'analyser les faits et de voir l'évolution du conflit d'une manière, je dirais, globale et aussi assez précise, puisque vous avez vos experts analysent à la fois l'artillerie, la guerre des drones, etc. On rentre vraiment dans le détail, ce qui permet d'avoir une compréhension globale aussi plus fine et plus concrète. Ouais. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on essaie d'analyser et d'expliquer. On le disait, la distorsion médiatique, en tout cas dans le monde occidental, est telle, et je dirais en France en particulier, parce qu'en réalité, quand on lit la presse américaine, on a des opinions beaucoup plus variées, beaucoup plus opposées parfois, des informations intéressantes, alors qu'en France, effectivement, tout va véritablement dans ce même sens qui semble parfois assez incroyable par ses excès. Et effectivement, plus la situation est délicate en Ukraine, plus les Ukrainiens sont acculés par les Russes, plus la propagande ukrainienne elle-même se développe de manière exponentielle, et plus elle est reprise par nos médias. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous semble catastrophique. Alors après, les jugements que peuvent avoir les lecteurs, ce sera une chose, mais effectivement, il ne s'agit pas d'être pro-russe, il ne s'agit pas d'être pro-ukrainien. Notre but est d'être le plus neutre possible, mais c'est quelque chose qui est assez rare depuis 2 ans dans l'analyse de ce conflit. Alors, il y a dans les éléments de langage qui sont repris soit par BHL, dont on se demande en tant que philosophe ce qu'il vient faire dans l'explication d'un conflit et qui arrive quasiment à nous expliquer des aspects tactiques, opérationnels et militaires sur le terrain, ou alors de Xavier Titelman, qui est un peu le toutologue de la guerre, sans jamais aller sur la ligne de front. Et il l'explique bien. Il y a un élément qui revient systématiquement, et depuis 2 ans, et ça ne s'est pas arrêté, c'est d'expliquer que les Russes ont une cécité technologique, c'est-à-dire qu'ils sont très en retard sur les technologies occidentales et qu'ils utilisent en gros du vieux matériel sur toute la ligne de front, et d'expliquer que il y a une avancée considérable de l'Ukraine grâce aux formations et au matériel donné par les pays de l'OTAN, et que cette supériorité, doublée de la réception des F-16, etc., eh bien, leur donne un avantage sur le terrain et va leur donner à terme la victoire sur les Russes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? Alors pour moi, tout ça, ce sont des vues de l'esprit, parce que quand on travaille sur les faits et sur ce qui se passe sur le terrain, on voit bien que c'est totalement différent. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses derrière cela. D'abord, les Russes communiquent beaucoup moins que les Ukrainiens sur leurs innovations techniques, sur le champ de bataille, et quand bien même ils le feraient, nous n'y avons pas accès ici en Occident. Alors nous, en tant que chercheurs, on va l'avoir parce qu'on a gardé des contacts des 2 côtés. On va lire la presse russe en passant par des VPN ou en regardant les émissions russes, comme on regarde les émissions ukrainiennes pour se faire un avis. Donc déjà, il faut qu'il y ait une démarche très active pour aller chercher ne serait-ce que l'information ouverte qui n'est pas librement accessible, puisque nous avons interdit tous les médias russes. Et en plus de ça, on le disait, les Russes, eux, ne communiquent peu. On a affaire à une surcommunication ukrainienne. Et malheureusement, il faut le reconnaître, à beaucoup de mensonges ou de choses qui sont grossies. Et ce que l'on observe, c'est que, à part quelques déboires qu'a connus l'armée russe en début d'opération, mais finalement, on sait tous qu'aucun plan d'action ne résiste plus de 2 jours à la réalité du terrain. On a mesuré la manière dont les Russes se sont adaptés à ce conflit, dont ils se sont transformés. Et ça rejoint des observations qu'on avait faites sur d'autres conflits historiques, où c'est vrai que l'armée russe, en début de conflit, n'est pas toujours au point comme elle le devrait, mais elle est vraiment capable de se remettre en question au fur et à mesure des opérations. Sur le plan technologique, les unités de guerre électronique russes sont parmi les meilleures au monde, et en qualité et en quantité. Leurs moyens anti-aériens sont très très bons. Leurs moyens aériens, la façon dont ils ont fait évoluer l'utilisation à la fois des bombes planantes, des hélicoptères tirant sur leur cible à très très grande distance, parfois en restant même dans l'espace aérien russe, la manière dont ils ont organisé leur battle group sur le sol, montre qu'ils sont bien sûr capables d'innovation, et sans parler évidemment des drones. Mais encore une fois, nous n'avons pas ces informations-là en Occident, parce qu'on se polarise sur ce que font les Ukrainiens, que nos gouvernants et nos
médias soutiennent. Et bien sûr, on en fait tout un foin. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'avoir quoi que ce soit contre les Ukrainiens, mais il y a cette véritable distorsion de l'information, ce déséquilibre qui ne nous permet pas, je dirais pour le Français qui regarde les médias classiques, d'avoir une vision objective de ce qui se passe sur le terrain. Quels peuvent être, selon vous, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, quels peuvent être les scénarios de sortie de guerre? Est-ce qu'on peut aller sur... Est-ce qu'une victoire russe ou une victoire ukrainienne vous paraissent plausibles? Est-ce qu'on peut aller vers des négociations? On sait que les Américains sont des gens extrêmement pragmatiques. Bon, ils ont signé un accord de paix avec les talibans après 20 ans de guerre. Qu'est-ce qui vous paraît, quels sont les grands scénarios qui vous paraissent pouvoir être mis sur la table? Alors, il y a des choses dont on est sûr et il y a des choses sur lesquelles on n'est pas sûr. Je commence par les choses dont on est sûr, c'est qu'on sait aujourd'hui que les Américains ont compris que les Ukrainiens ne pouvaient pas gagner cette guerre. Depuis la fin de l'année 2023, ils cherchent à sortir d'une manière, je l'espère, qui sera élégante du jeu, probablement en laissant les Européens dans la panade. Et la manière dont les budgets, les 61 milliards de dollars promis à l'Ukraine sont bloqués au Congrès, finalement, ne fait que renforcer leur difficulté, le ralentissement de leur soutien à l'Ukraine. Et ils sont en plus beaucoup plus intéressés par ce qui se passe aujourd'hui avec Israël, à Gaza et au Proche-Orient, finalement, que la situation en Ukraine. La chose dont on n'est pas sûr, c'est quels sont les véritables buts de guerre russes. Parce que finalement, l'opération initiale était bien une opération militaire spéciale. Il ne s'agissait pas, on le sait de manière très claire aujourd'hui, d'envahir l'Ukraine. Mais au fur et à mesure du durcissement de l'attitude de l'OTAN, les buts de guerre russes ont évolué. Donc on ne les connaît pas suffisamment pour se dire, est-ce qu'ils veulent prendre toute la région de Kharkov? Est-ce qu'ils veulent prendre la région de Dnipro? Est-ce qu'ils veulent prendre Odessa? Mais en tout cas, parmi les autres certitudes, c'est qu'on sait aujourd'hui que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre, elle l'a déjà perdue. On sait que les Russes, pour l'instant, ne poussent pas autant qu'ils le pourraient, mais parce qu'ils ne veulent probablement pas. La question, c'est que est-ce qu'on va partir sur des négociations, un conflit gelé, un conflit qui ne va durer finalement, qui ne va même pas être gelé. Je dirais d'une certaine manière, les Américains n'ont pas nécessairement intérêt à ce que le conflit s'arrête trop vite. Parce qu'à leurs yeux, ils pensent qu'ils affaiblissent la Russie. Ce qui, à mon avis, est une erreur tactique. Et à défaut d'affaiblir la Russie, ils affaiblissent l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui les intéresse aussi, parce que nous achetons énormément de matériel américain, nous achetons, sur un plan militaire, nous achetons du gaz naturel liquéfié, bien sûr, aux Américains et aux Norvégiens. Donc tout ça, c'est un véritable retour sur investissement pour les Américains. Ils ne sont pas parvenus à affaiblir la Russie, mais ils ont réussi, finalement, économiquement et politiquement, à dominer l'Europe comme jamais ils ne l'avaient fait auparavant. Vous pensez que les Américains ont cru que les Ukrainiens pouvaient gagner cette guerre? Ou que les Russes pouvaient la perdre? Oui, je pense à un moment donné qu'il y a eu une partie de bluff. Les Américains pensaient à un moment donné que les Russes peut-être n'iraient pas. De la même manière que les Russes pensaient que les Ukrainiens n'auraient pas le cran de lancer une offensive dans le Donbass en février. Et ça s'est joué finalement un peu sur ce jeu de dupes. Bien sûr, les uns et les autres avaient prévu des plans d'action. Mais le vrai objectif des Américains, c'était, ils espéraient la non-réaction russe et continuer l'extension de l'OTAN jusqu'aux frontières de Moscou. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a le sentiment on a des éléments qui nous amènent, qui montrent qu'ils pensaient qu'en cas d'action russe, l'armée ukrainienne serait balayée, puisqu'ils avaient formé l'essentiel des unités à la fois militaires classiques, mais aussi des unités des forces spéciales et des services de renseignement militaires et civils ukrainiens pour mener des opérations de guérilla. Ils n'avaient pas du tout formé pour faire une guerre conventionnelle. Donc ils ont été eux-mêmes surpris finalement de ce qu'ils considèrent comme l'insuccès de l'opération russe. Et c'est à ce moment-là finalement qu'ils ont accru leur aide pour finalement faire durer les choses et voir s'il n'était pas possible de battre la Russie. Et il y a eu toute une série d'erreurs tactiques de leur part, comme il y en a eu du côté russe. Sur le plan stratégique, on le disait côté américain, l'échec de leur stratégie, c'est qu'ils n'ont pas affaibli la Russie. La réussite de leur stratégie, c'est d'avoir durablement affaibli l'Europe. Et les Anglais, vous pensez qu'ils sont On a beaucoup dit que Zelensky, qui était prêt à partir ou à signer un accord avec les Russes, avait été revigoré par Boris Johnson, qui l'avait poussé à tenir en lui promettant le soutien nécessaire pour faire face aux Russes. Vous pensez que les Britanniques sont sur la position américaine ou il y a encore autre chose? Non, les Britanniques sont beaucoup plus excessifs que les Américains, ce qui n'est pas
quelque chose d'inintéressant dans la stratégie américaine. On le voit notamment en matière de renseignement. On sait que depuis le début du conflit, il y a des règles non dites qui ont été, qui ont été établies entre la CIA et les services russes. Les Russes acceptant de ne pas étendre le conflit au-delà de l'Ukraine et les Américains acceptant qu'il n'y ait rien qui soit fait pour déstabiliser le régime de Moscou. Mais les Américains, a priori, je dis bien a priori, semblent avoir plus ou moins respecté cette règle. D'ailleurs, on le voit ces derniers jours, lorsque Blinken est passé à Paris, il a critiqué un certain nombre de frappes menées par les unités spéciales ou les unités clandestines ukrainiennes sur le territoire de Moscou. En revanche, cet engagement ne vaut pas pour les services britanniques. Et donc, il y a là peut-être un double jeu sur lequel nous sommes en train de travailler, côté américain, en disant, nous, CIA, on ne fait pas de coups tordus. Par contre, on n'est pas responsable de ce que font les Ukrainiens ni de ce que font les Britanniques. Et le grand jeu des Britanniques, c'est d'être effectivement le sous-traitant d'un certain nombre d'actions. Et c'est un pays qui a d'autres avantages pour les Américains. Ils sont trop loin de la Russie pour des frappes de missiles conventionnels ou des choses de cette nature. Ils ont toujours été, historiquement, il y a un très très vieil atavisme anti-russe. Donc honnêtement, le rôle que jouent les forces spéciales et les services britanniques dans ce conflit, dont on parle très peu, est très en pointe et même beaucoup plus agressif que ce que font les Américains. Oui, les Britanniques ont une vision assez radicale des choses. Ouais, mais ouais. En France aussi, cette vision radicale, elle existe. Elle est représentée notamment par M. Tenzer, auquel vous avez eu affaire, comme nous et Caroline Galacteros. Est-ce qu'il existe en France, ou est-ce que c'est le cas simplement d'individus isolés, est-ce qu'il existe en France un véritable courant radical qui pousse et qui soutient l'Ukraine vraiment dans une guerre à 360 degrés, une guerre totale avec la Russie? Alors oui, il y en a quelques-uns, mais en réalité, ce courant, il n'est pas tant pour l'Ukraine que c'est un courant de pro-américain. On s'aperçoit, alors on peut parler d'un vrai néoconservatisme à la française. Moi, je préfère prendre le terme de gallo-américain pour faire un peu référence à l'histoire. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, considèrent finalement que les valeurs américaines, la politique étrangère américaine, est ce qu'il y a de bon, ce que l'on doit faire. Encore une fois, certains sont vraiment convaincus sur un plan idéologique que c'est juste, d'autres le font par intérêt, puisque tout ça, derrière, on va avoir un certain nombre de contrats, de rémunération, de prestations, de conférences. Il y a deux choses derrière ça. Il ne faut pas l'oublier, c'est une grande victoire des Américains qui, depuis la fin de la guerre froide, n'ont cessé d'abord d'étudier comment le Comintern et les services soviétiques avaient pu faire de l'influence pendant la période de guerre froide. Donc ils ont parfaitement analysé ça avec leurs unités d'opérations psychologiques. Ils ont développé les concepts de Stratcom, ce qu'ils appellent la communication stratégique, de social learning, c'est-à-dire comment prendre le contrôle de la façon de penser des élites européennes. Et bien on en a les résultats aujourd'hui. Quand vous avez un certain nombre d'experts qui sont passés par l'OTAN, quand vous avez un certain nombre de journalistes, de commentateurs qui sont, comme dans le cas de Nicolas Tenzer, à l'Aspen Institute ou à un autre centre de Washington, ils sont, au sens propre, conditionnés, formatés pour penser comme les Américains. Et du coup, ils se font, pas nécessairement en étant téléguidés, mais parce qu'ils sont parfois plus royalistes que le roi, pour donner des gages à leur mentor, ils se font les avocats d'une guerre à outrance que même les Américains ne veulent pas d'ailleurs. Donc on en rigole parce que c'est un petit peu pathétique. Ça frôle parfois la diffamation dans les attaques qu'ils portent contre Omerta et contre nous-mêmes, on l'a vu. Mais en même temps, ce sont des gens qui ont finalement très très peu d'influence, à part le fait qu'on leur ait proposé une tribune qui leur a permis de raconter les sornettes qu'on a pu entendre. C'est une sorte de néoconservatisme un peu à la française, mais on sent que dans les médias, même s'ils sont peu nombreux quantitativement, on sent qu'ils sont quand même omniprésents dans la sphère politico-médiatique. Oui, ils sont omniprésents avec quelque chose d'assez intéressant, c'est que dès qu'on gratte un petit peu, on trouve des liens avec les États-Unis tout de suite, soit des séjours dans les centres américains, pour nos amis militaires, soit des postes à l'OTAN, chez les Britanniques, d'attachés militaires, soit une compagne ou une ex-femme américaine, c'est assez drôle. Des liens avec, bien sûr, les fondations Soros et les autres. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de passer plus d'une demi-heure sur Internet pour comprendre d'où vient la façon de penser et d'où vient ce discours. Et oui, malheureusement, ils sont nombreux à ces postes soit d'experts, soit de commentateurs. Mais je vous avoue que moi, ce qui me frappe depuis quelque temps, c'est de voir que ça n'a de moins en moins d'emprise sur l'opinion.
parce que les gens s'informent de plus en plus par des médias alternatifs. Et donc, la tromperie ou le discours unique qu'il véhicule en permanence, eh bien, finalement, voit sa portée naturellement assez limitée. Une question un peu d'actualité, puisque l'Iran vient de répondre à l'attaque de son consulat à Damas par Israël. Est-ce que ces conflits moyen-orientaux, ça a démarré avec le 7 octobre, ça se développe avec l'Iran, est-ce que la défense d'Israël dépend en grande partie du soutien apporté par les États-Unis? Est-ce que ces événements moyen-orientaux viennent un peu, je dirais, sont une forme de réponse de Moscou et de ses alliés à la guerre en Ukraine? Est-ce que ça vient pénaliser l'Ukraine sur le terrain? Alors oui, ça pénalise l'Ukraine sur le terrain, c'est indéniable, en termes financiers, en termes de couverture médiatique, en termes je dirais, de ressources. Je ne pense pas que ce soit une réponse de Moscou à ce qui se passe en Ukraine, parce que c'est un conflit qui couvait depuis extrêmement longtemps. D'ailleurs que malheureusement, les Israéliens, en tout cas les plus extrémistes d'entre eux, ont largement encouragé en essayant de créer cette dissension entre l'autorité palestinienne et le Hamas, et en finançant en partie le Hamas, en fermant les yeux sur ce que faisait le Qatar. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui est malheureusement pour les Ukrainiens extrêmement nocif, puisqu'ils n'ont plus l'intérêt primordial des États-Unis. Quand vous discutez à Washington, quand vous regardez les débats au Congrès, ils se foutent littéralement de l'Ukraine désormais. Ils sont beaucoup plus polarisés sur les questions israéliennes, un petit peu sur les questions bien sûr de l'Iran, sur la Chine aussi. Mais alors l'Ukraine est en train de passer totalement au second plan. D'ailleurs, honnêtement, depuis quasiment début octobre. Donc, il n'y a pas de... Ça inquiète énormément Zelensky et son entourage. Alors, il y a aussi un autre jeu, c'est que c'est fait pour enterrer d'une certaine manière l'affaire Hunter Biden avec les histoires de Burisma et autres, qui arrivent malgré tout à ressortir. Mais tout le monde, dans le cadre de la campagne pour les élections qui se présentent, tout le monde est en train de passer l'Ukraine par profits et pertes. Et finalement, les Américains ont transféré la patate chaude aux Européens, dont on voit mal ce qu'on va pouvoir en faire. Oui, parce que sans soutien américain, sans déblocage de l'aide américaine à l'Ukraine, je dirais c'est un peu la signature de l'arrêt de mort de... Non seulement c'est ça, mais on voit le dernier voyage d'Anthony Blinken à Paris était très intéressant, puisque non seulement il a réaffirmé haut et fort qu'il n'y aurait pas de troupes américaines en Ukraine, la majorité des pays européens, mais aussi les représentants de l'OTAN ont dit qu'il n'y aurait pas de troupes de l'OTAN en Ukraine, en plus il critiquait toutes les frappes de missiles, de drones et les raids de commando sur le territoire russe, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à ce jour. Il n'avait jamais eu de déclaration officielle en la matière. En plus, il y a cette cessation de paiement dans laquelle va se retrouver quasiment l'État ukrainien. Nous ne sommes plus capables de leur livrer des munitions. Honnêtement, le jeu est réglé, le jeu est scellé, c'est une question de temps. La seule inconnue, on l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que veulent vraiment les Russes ? Est-ce qu'ils vont avancer? Est-ce qu'ils vont rester là? On ne le sait pas. Bien sûr, la crainte numéro un, c'est que le gouvernement Zelensky, dans une attitude tout à fait jusqu'au boutiste, qu'on peut finalement comparer un peu à la politique de Netanyahou, puisque le destin personnel de Zelensky et de son entourage est lié à l'issue de la guerre. Et donc, les frappes sur Zaporijjia, des provocations pourraient apparaître dans les prochaines semaines par des hommes qui sont au bord du gouffre et qui savent que si finalement la Russie l'emporte, eh bien leur sort va être peut-être différent que ce qu'ils attendaient. Alors, je le disais tout à l'heure, Nicolas Tenzer vous a accusé le CF2R d'être à la solde de la Russie, comme Caroline Galacteros et comme Omerta. Caroline Galacteros, je lui ai proposé un débat sur Sud Radio. Est-ce qu'on peut, vous serez d'accord pour qu'on propose à Nicolas Tenzer un débat avec vous sur écoutez, Omerta? Volontiers. Je connais Nicolas depuis très très longtemps, lorsqu'il avait quitté le cabinet de Balladur, à l'époque ministre de l'économie, qu'il était un jeune énarque plein d'ambition. Je dois avouer qu'il avait monté le centre d'études et réflexion pour l'action politique, et dont je m'occupais du groupe défense à l'époque. Mais Nicolas Tenzer se rêvait président de la République, c'était pour ça qu'il avait créé ce cabinet fantôme. Ah oui. C'était un garçon entreprenant, seulement c'est pas du tout un spécialiste des relations internationales, et puis
bien sûr, il y a son tropisme pro-américain, mais je vous avoue qu'avec quelques amis, nous avions quitté le CERAP à l'époque parce que entre les deux guerres du Golfe, il n'avait qu'une obsession, c'est envoyer des missiles nucléaires sur Saddam Hussein. Donc on s'est dit, ce garçon qui peut-être un jour aura des ambitions présidentielles, a quand même des pensées et des idées qui sont pour le moins excessives, et il n'est peut-être pas très fait pour cette responsabilité. Je pense surtout que c'est un garçon dont malheureusement les ambitions n'ont pas abouti, et que ses frustrations l'amènent à essayer d'occuper le créneau médiatique d'une façon ou d'une autre, et que on voit les excès auxquels il a affaire. Mais ce que je trouve pour ma part tout à fait scandaleux, et vous avez été vous-même et Caroline Galacteros critiqué, c'est voir des élus de la nation, des sénateurs, invités. Encore, on peut le comprendre, des personnes présentant cette vision des faits pour le moins excessive, sans se rendre compte qu'on a affaire à des gens qui sont quasiment sous influence américaine, et ne pas nous accorder un droit de réponse. Je trouve ça tout à fait honteux sur le fonctionnement de notre République et de nos démocraties. Oui. Et d'ailleurs, Nicolas Tenzer, que vous connaissez bien, fait partie vraiment des plus radicaux, puisque concernant Omerta, il s'étonne que le magazine soit toujours en kiosque. Enfin, c'est vraiment on est vraiment là dans les plus durs des propagandistes ukrainiens. Ouais. Alors, c'est à la fois totalement radical et excessif, c'est aussi tellement caricatural qu'on a envie d'en rire, parce qu'on s'est dit, mais d'abord, d'où sort ce garçon? Quelles sont les compétences qui lui permettent de parler ainsi? Ceci dit, quand on connaît un peu le parcours de l'homme, il y a quelque temps qu'il travaille sur les questions russes, et il a une véritable obsession anti-russe. Mais ceci dit, cette obsession anti-russe, elle lui vient aussi des politiques qui sont suivies par les think tanks américains avec lesquels il a travaillé. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il est tout à fait convaincu de ce qu'il avance, ou est-ce qu'il le fait sur les recommandations qui lui sont données d'outre-Atlantique? La question est ouverte. Alors Nicolas Tenzer, eh bien, ce magazine que vous aimez tant, il est en kiosque. Je vais me faire un plaisir de vous l'envoyer par la poste à votre bureau. Vous pourrez donc en prendre connaissance et vous en délecter. Pour le reste, eh bien, je vous lance une invitation, puisque Éric Dénessé est d'accord pour débattre avec vous. Eh bien, l'invitation est lancée. Nous attendons sur le plateau d'Omerta une date qui vous conviendra, qui conviendra à Éric, pour que nous puissions poursuivre ces échanges et nos analyses respectives sur le conflit en Ukraine et sur d'autres sujets. Nous invitons avec plaisir, et j'espère que vous aurez le courage d'accepter et de venir débattre. Voilà. Éric Dénessé, merci d'avoir participé à cet entretien. Merci d'avoir participé personnellement et fait participer vos équipes à la production de ce numéro vraiment exceptionnel, qui fait un point que aucun autre média papier ou en ligne ne fait sur ces 2 ans de guerre en Ukraine. C'est vraiment de l'analyse, le témoignage de nos grands reporters, de Régis Le Sommier, d'Aïcha Missi, mais aussi et surtout des experts du CF2R sur des aspects techniques qui paraissent un peu compliqués aux gens qui n'y connaissent rien, mais tout est vraiment, les contenus de cette revue sont abordables et permettent vraiment d'avoir les idées claires sur ces 2 ans de guerre en Ukraine. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, à souscrire à l'application mobile Omerta qui vous permet de retrouver tous nos grands reportages, dont le dernier, la ligne de feu réalisée en Ukraine par Régis Le Sommier et Aïcha Missi au mois de janvier. Et procurez-vous ce magazine dans plus de 5000 kiosques en France ou sur notre site internet www.omertamedia.fr. À très bientôt.